Bonsoir, merci d'être venu pour ce débat à l'occasion des élections législatives 2017. Alors on va essayer de tenir un timing serré ce soir parce que nous avons invité 6 candidats. Nous avons également prévu de donner la parole 2 minutes à 3 candidates que nous n'avons pas invitées pour l'ensemble du débat. Et nous avons prévu aussi des questions de la salle et nous avons bien conscience que nos candidats sont en fin de campagne et donc fatigués d'une part, et d'autre part vous êtes aussi sans doute fatigués. Et puis on va essayer de rendre la salle à l'heure puisque la personne qui garde la salle est aussi fatiguée comme tout le monde. Donc on va essayer de tenir le timing. Juste un petit point pour rappeler qui on est. Donc l'association du Forum politique Nogentais, on existe depuis 2002, depuis les législatives 2002 d'ailleurs, donc ça fait 15 ans, et on boucle un peu la boucle puisque le premier débat qu'on avait organisé dans cette salle, c'était à l'occasion des législatives de 2002. On organise des débats tous les mois, à peu près tous les mois, sur un sujet, en général un sujet de société, avec une ou deux personnes qu'on essaye ne pas être du même avis, et également à l'occasion des différentes échéances électorales. Et notre prochain débat, je vous l'annonce tout de suite, c'est le mercredi 21 juin. Ça tombe pas très bien, mais on a un invité qui vient des États-Unis, qui est Nicolas Christin, qui est un universitaire américain, qui va venir nous parler du Darknet, c'est-à-dire la face cachée du web avec ses bons et mauvais côtés. Et donc c'est pour ça que nous faisons ce débat le 21 juin. Nous n'avions pas d'autres dates possibles avec cette personne. Juste un point également, ce débat est organisé en partenariat avec 94 citoyens, qui est un quotidien en ligne, qui n'a rien à voir avec le Forum politique, qui est une association. On est partenaire parce qu'il y a des personnes en commun entre les deux, mais ce sont deux entités différentes, et l'association qui est organisatrice du débat et le Forum politique Nogentais. En revanche, le débat sera retransmis, et retransmis même en direct sur la page Facebook de 94 citoyens, et sera retransmis également ensuite sur 94 citoyens. Alors, si vous souhaitez tweeter pendant le débat, le hashtag c'est débat Nogent, tout attaché en un seul mot. Il y a un chapeau à l'entrée si vous souhaitez participer au pot de l'amitié que nous organisons à la fin du débat et qui permettra, si vous avez des questions complémentaires que vous n'avez pas eu le temps de poser, de partager avec les candidats. Et puis nous allons faire également circuler une feuille où vous pourrez indiquer vos noms et vos adresses mail très lisiblement écrites si possible, pour ceux qui ne reçoivent pas déjà les invitations à nos débats. Voilà. Nous avons donc invité pour débattre des élections législatives 6 candidats. Alors il y a d'autres candidats qui se présentent à l'élection à Nogent-sur-Marne. Il y en a 11, si mes souvenirs sont bons. 14, bon d'accord, je suis... Donc il y a 14 candidats. Nous n'avons pas invité tous les candidats parce que c'est impossible de faire un débat où on y comprenne, enfin pour nous c'était impossible à organiser un débat où on arrive à peu près à retenir ce que propose chacun, à faire des différences entre les programmes. Et puis donc on a décidé d'inviter des candidats qui a priori vont faire quand même quelques pourcents, et dans lesquels il y aura sans doute le ou la députée. Et des candidats qu'on a aussi, des partis qu'on voit aussi assez régulièrement déjà localement. On a bien conscience que c'est imparfait, mais voilà, c'est notre arbitrage. Nous avons proposé aux candidates, il y a 3 candidates qui nous ont sollicité pour participer au débat, et donc nous leur avons proposé de prendre 2 minutes au moment de la présentation initiale des candidats pour se présenter. Ce qui nous permet quand même de tenir à peu près le timing et de leur permettre de se présenter. Mais c'est vrai que c'était impossible d'inviter 14 personnes à table, et donc il fallait trouver une manière de choisir quelques candidats, et c'est pour ça qu'on a fait une sélection sur les candidats déjà les plus présents. Alors donc, nous avons invité, par ordre alphabétique, Caroline Adomo, qui est candidate pour le Parti socialiste et le PRG, Gilles Carrez, qui est député sortant et qui est candidat pour LR et UDI. Je continue. Christian Fautré, qui est candidat pour le PCF et Europe Écologie Les Verts et Ensemble. Nadine Ray,
qui est candidate pour En Marche, La République En Marche, Raphaël Martinez, qui est candidate pour la France Insoumise, et Jean-Marie Rougier, qui est candidat pour le Front National. Voilà. Nous allons commencer par une présentation des candidats. On leur a demandé pour ce premier tour de table, alors on a un petit peu changé aussi la formule par rapport à nos précédents débats, c'est qu'on a décidé de donner la parole à la salle après chaque thématique pour qu'on puisse voilà, tout de suite échanger avec la salle sur chaque thématique. Alors pour ce premier tour de table, on demande aux candidats de se présenter, de présenter leur parcours personnel, leur âge, leur parcours politique ou professionnel, leur motivation pour se présenter ou se représenter, leur sujet de prédilection pour cette nouvelle législature et leur attitude aussi par rapport à la majorité présidentielle. Est-ce qu'ils ont envie de travailler avec, contre, à la carte? Leur attitude aussi par rapport à leur parti. Est-ce qu'ils s'engagent à voter selon leur mouvement, quelle que soit la décision, ou en fonction de leur propre appréciation? Et puis, enfin, quels engagements prennent-ils pour rendre compte de leur activité de parlementaire auprès des citoyens de la circonscription durant leur mandat? Voilà. Donc, et pour définir le tour de table et l'ordre de prise de parole, qui sera de 2 minutes par personne sur cette question, eh bien, nous allons demander à une main innocente, donc forcément pas au premier rang. Merci. Alors, donc pour cette première prise de parole de présentation, c'est Nadine Rey qui va commencer, ensuite Gilles Carrez, Caroline Adomo, Christian Fautré, Jean-Marie Rougier et Raphaël Martinez. J'attends le bip. Bonsoir à toutes et tous. D'accord. Bonsoir à toutes et toutes. Juste avant de me présenter, je vais prendre 30 secondes. Je voudrais juste avoir une pensée pour les victimes en Angleterre et notamment pour Xavier Thomas qui était nojentais et qu'on a retrouvé aujourd'hui décédé. Voilà ce que je vous souhaitais faire. Pardon? Péruxien, nojentais, péruxien, d'accord. Bon. Alors je me présente, je m'appelle Nadine Rey, j'ai 56 ans, je suis mère d'une fille de 31 ans que j'ai élevée seule. Je suis titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et également d'un Master 2 que j'ai fait à Dauphine en reprenant des études à 49 ans tout en travaillant, qui s'appelait Management, Travail et Développement Social et qui était assez orienté sur les risques psychosociaux et l'évolution et les mutations dans l'économie et la réaction des gens et des actifs face à cette évolution. Depuis 2005, je suis consultante formatrice pour un réseau immobilier. Je fais à la fois des formations pour les patrons d'agences, les consultants immobiliers, les conseillers, et également des audits dans les agences pour faire le point avec eux. Je n'ai jamais fait partie d'un parti politique, je m'y suis beaucoup intéressée, mais j'ai toujours eu du mal à être à l'aise dans un parti qui faisait un distinguo entre les gens de droite, les gens de gauche, les gens du centre. Depuis 2016, je suis active au niveau d'En Marche et je suis animatrice du comité local de Nos gens en marche et également j'ai fait partie de l'équipe départementale de Nos gens. Si demain je suis, donc au niveau de mon expérience professionnelle, j'ai eu l'occasion d'être soumise à différents statuts puisque j'étais à la fois salariée vacataire, j'étais indépendante puisque j'étais formatrice pendant 13 ans à mon compte et puis également chômeuse. Voilà. Ah bah, ça passe trop vite. 2 minutes, c'est tout. Bon, commission citoyenne. Gilles Carrez. Votre micro. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai moi aussi une pensée pour les victimes de l'attentat de Londres et en particulier pour la famille Thomas du Perreux, durement éprouvée.
Je voudrais aussi remercier Cécile Dubois, le Forum Nogentais, parce que ces réunions sont devenues traditionnelles et sont très utiles pour notre démocratie locale. Je me présente rapidement, donc je suis marié, mon épouse a été pendant longtemps pharmacien au Péreux, elle est ici présente, nous avons 2 filles, 3 petits-enfants, et nous habitons le Péreux depuis 1976. Je veux dire que, avant de devenir maire puis député, j'ai eu près de 20 ans d'activité professionnelle à temps plein dans le domaine de l'aménagement du territoire, du logement. Je dirigeais le groupe central des Villes Nouvelles et je me suis notamment occupé de l'implantation de Disney à Marne-la-Vallée. Et puis, je suis devenu maire puis député pratiquement la même année, c'est en 1992-1993, et je me suis intéressé à l'Assemblée essentiellement aux problèmes de finances publiques. Et aujourd'hui, mon combat au plan national, c'est d'essayer d'arrêter la dérive de notre endettement, de nos déficits, qui nous pose un problème de souveraineté nationale. Les 2/3 de notre dette sont détenus par des étrangers. Et puis c'est surtout des problèmes d'équité vis-à-vis des générations qui nous suivent. Et puis au plan local, je me suis beaucoup occupé de dossiers de transport, par exemple le prolongement de la ligne E à la Défense qui est indispensable, la mise en place des rames à 2 niveaux sur le RER, le lycée international à Brie-sur-Marne, le maintien de l'INA et des studios de Brie. Et j'estime que un député doit aussi avoir une implication locale et s'occuper de sujets locaux. Je travaillerai pour ma part, comme j'ai toujours fait, dans un esprit constructif et je voterai ce qui me paraît bien et je m'opposerai à ce qui me paraît moins bien. Caroline Adomot. Bonsoir, Caroline Adomot. Merci Cécile pour cette invitation à un débat public. Donc j'ai 45 ans, je suis maire adjointe à Champigny-sur-Marne, mariée, mère d'une petite fille. Je suis également conseillère territoriale à Paris-Est, Marne-et-Bois. Je suis diplômée en Master 1 droit public et en Master 2 en politique publique locale, politique de la ville. Alors, j'ai commencé mon parcours professionnel au sein de filiales de grands groupes français et anglo-saxons, notamment dans le secteur bancaire, audiovisuel et, dernier j'ai oublié, enfin bref, en conseil en ressources humaines. Et j'ai par la suite évolué je dirais, au Parlement, puisque je suis collaboratrice parlementaire d'un sénateur depuis plus de 10 ans. Alors, mon parcours politique, c'est d'abord un engagement en 2003, fin 2003, officiellement en 2004. Je me suis engagée pour faire les différentes campagnes des régionales en Bourgogne et en Île-de-France. Et finalement, j'ai souhaité m'investir un peu plus. Parallèlement, j'étais aussi investie au niveau associatif dans la lutte contre les discriminations de tout type, c'est-à-dire donc concernant le sexe, l'âge et autres, et aussi dans l'insertion professionnelle des jeunes. Et c'est ce qui a poussé, en tout cas, une femme politique à me pousser à m'engager politiquement. Et donc aujourd'hui, je suis membre des instances fédérales de mon parti et membre des instances nationales également. Alors, mon rapport vis-à-vis de ce gouvernement et je dirais du président, je suis social-démocrate, donc effectivement, je rejoins sur pas mal d'idées. Après, je serai donc forcément constructive et vigilante pour ce mandat. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors personnellement, je suis postier d'origine depuis avril 80, après avoir fait un métier d'ouvrier sidérurgiste en province, en Lorraine. C'est la raison pour laquelle je suis ici en Île-de-France, maintenant depuis 37 ans. Je suis par ailleurs premier adjoint au maire de Champigny et maire par intérim, parce que le maire actuel étant malade depuis plusieurs mois. Et donc ma candidature, puisqu'il faut aussi parler de cela dans ce premier point, ainsi que celle d'Annie Lamère, ma suppléante, s'inscrit alors d'abord est soutenue par le Parti communiste, comme ça a été dit, Europe Écologie Les Verts et Ensemble, et j'inscris mon action
évidemment, pour que soit installée à l'Assemblée nationale une vraie politique de gauche, et surtout, dans le contexte, dans la poursuite, dans le prolongement de l'installation de M. Macron, dont on découvre tous les jours quand même depuis quelque temps maintenant les mauvais coups qui nous attendent. Et donc j'inscris aussi mon action, mon attitude, mes prises de position en regard de ces prises de position qui sont prises, qui vont très souvent, trop souvent, à l'encontre des droits des salariés en particulier. Et c'est vrai que je suis très inquiet de ce que je considère le dynamitage du Code du travail qui, je ne comprends pas, alors que pendant des décennies, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'était un objet qui permettait à la fois de libérer le pays et de le développer. Aujourd'hui, c'est devenu une entrave. Cette entrave-là, je ne considère pas qu'elle en est une, et je crois qu'il faut résister à cette volonté de casser tout droit, toute protection aux salariés aujourd'hui. De la même manière, je suis un élu local et je suis plus qu'inquiet de la baisse de dotations qui sont prévues par le gouvernement actuel, gouvernement dirigé par un élu de droite. Et donc aujourd'hui, je faisais une réunion hier soir dans ma ville sur la préparation budgétaire 2018. Je peux vous dire que c'est une véritable galère pour construire un budget aujourd'hui qui satisfasse l'ensemble des besoins des habitants. Oui, bonsoir à tous, merci d'être venus. Je voulais d'abord remercier, ce que je n'avais pas fait en 2012, Cécile Dubois et Citoyen 14 de nous avoir reçus. Surtout que je pense que c'est une démarche très citoyenne de réunir les gens, donc ça devrait faire exemple. Voilà, bon, je suis Jean-Marie Rougier, donc j'ai 52 ans, j'ai 3 garçons, je suis jardinier, paysagiste, j'ai un BTS. J'ai été salarié pendant une dizaine d'années et je suis maintenant à mon compte depuis une vingtaine d'années, avec des hauts et des bas, grâce à la MSA et au fisc, bien sûr. Mais voilà. Et ensuite, je suis rentré au Front National. J'ai adhéré au Front National en 2003, suite à 2002 et à l'ostracisme des communistes de ma ville, qui m'ont motivé. Je vous dis pas comment. Donc voilà. Et maintenant, je suis conseiller municipal, on est 2. On a fait 12,5% et on n'est que 2. Les Europe Écologie Les Verts, ils ont eu 6%, ils sont 3. Ça, c'est pas de la démocratie pour moi. Alors moi, ce que j'attends de la démocratie, c'est ce que le Front National veut, c'est de faire une démocratie référendaire. On demande l'avis du peuple et on fait ce que le peuple demande. On ne prend pas le peuple pour des imbéciles, comme a fait M. Sarkozy en 2005, si je ne m'abuse, avec le traité sur le traité de Lisbonne. Voilà. Donc surtout une transparence. Moi, je demande la transparence. Je l'ai demandé dans l'année Champigny-Autreville aux élus de publier leur patrimoine et voilà. J'ai pas de réponse. Alors, je suis étonné, pour des communistes, ils devraient... Mais je sais que les communistes n'aiment pas publier leur patrimoine, il faut dire qu'ils sont très pauvres, hein, certainement. Voilà, donc moi je voudrais de la transparence. Merci. Raphaël Martinez. Bonjour, bonsoir plutôt. En quelques mots, donc pour me présenter, je m'appelle Raphaël Martinez, j'ai 20 ans. Je suis entrepreneur dans le secteur des nouvelles technologies de l'éducation et je suis la candidate de la France Insoumise pour ces élections législatives. Donc je remercie aussi le Forum politique Nogentais de m'avoir invitée. J'ai choisi le mouvement de la France Insoumise parce qu'il représente une vision de l'avenir réaliste et positive, un monde ouvert sur les autres et surtout respectueux de chacun. Nous avons un programme particulièrement ambitieux concernant la justice sociale, l'écologie, les droits LGBT, la condition animale et plus globalement la dignité de toutes et tous. Et je considère plus qu'urgent que nous puissions agir en ce sens, dans tous ces domaines. D'autre part, je considère la hiérarchie établie dans les partis politiques traditionnels désuète. J'ai ainsi apprécié l'organisation horizontale du mouvement citoyen qu'est la France Insoumise. Les idées et décisions viennent du bas. C'est comme cela qu'a été conçu notre programme L'Avenir en commun, et c'est comme cela que nous concevons la législature des députés de la France Insoumise. À l'Assemblée, je voterai ainsi strictement dans le sens de ce qui a été défini dans notre programme, et nous organiserons des ateliers législatifs afin de réfléchir ensemble aux enjeux qui se présenteront.
Avec les autres députés de la France insoumise, je m'opposerai aux grands projets libéraux d'Emmanuel Macron et porterai votre voix pour ouvrir une nouvelle ère sociale, écologiste et citoyenne. Comme tous les candidats et candidates de la France insoumise, j'ai signé la charte anticorps, anticorruption. Je m'engage ainsi notamment à ne pas que la réserve parlementaire se fera également en concertation avec les citoyens et sera désormais utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, c'est-à-dire l'aide aux projets locaux et aux associations. Par ailleurs, je voterai les lois de suppression de la réserve parlementaire. Je publierai également un compte-rendu mensuel de mandat. Ainsi, vous pourrez expérimenter ce qu'est une véritable démocratie dans laquelle chacun de vous aura un pouvoir de décision. Alors, ça marche, oui. Bon, peu importe. Ok. Alors, je propose donc aux 3 candidates qui nous ont sollicité. Alors, il y avait Juliette Fafa de l'UPR, Christelle Labousse de la Réserve citoyenne et Stéphanie Gorge du MDP. Le MDP, c'est le mouvement de Robert Hue. 2 minutes, comme tout le monde. Alors, si vous voulez venir quand même... Ça vous dérange pas, je suppose. Hop. Je tenais tout d'abord à remercier l'association Forum Politique Nogentais pour son invitation ce soir pour ce temps de parole. Je n'aurai malheureusement que 2 minutes pour me présenter et j'essaierai donc d'aller à l'essentiel. Je suis donc Juliette Fafa, j'ai 30 ans, je suis mère de 2 enfants, je suis péruxienne et je suis candidate aujourd'hui sous l'étiquette Union Populaire Républicaine. L'Union Populaire Républicaine est un parti ayant à cœur de respecter le droit, ce qui est essentiel évidemment pour briguer ce mandat. Et nous rappelons donc naturellement les fondamentaux qui sont que le droit communautaire de l'Union européenne est actuellement supérieur au droit national français, ce qui ne permet pas l'adoption de certaines lois que nous souhaiterions tous voir appliquées. Toutefois, grâce à ces élections, nous avons le pouvoir de contrer ces orientations qui démantèlent tout ce qui fait de la France un pays exceptionnel via ses services sociaux, ses services publics et son économie sociale. Nous souhaitons que la France retrouve son pouvoir démocratique via des lois telles que le référendum d'initiative populaire ou la reconnaissance pleine et entière. D'abord, merci et bonsoir. Merci au Forum Nogentais de m'accorder ce temps de parole, qui est assez rare pour les petits candidats comme moi. Donc, je suis candidate Macron. Je suis une citoyenne engagée, mère de 3 enfants, j'ai 36 ans. J'ai un parcours professionnel un petit peu proche d'une certaine réalité, c'est-à-dire j'ai cumulé pas mal de petits boulots, j'ai travaillé dans plein de choses, les associations, les marchés, les centres commerciaux, de gauche ni de droite. Je veux représenter une syntaxe réelle par rapport à l'ensemble de notre circonscription. Nous avons des classes moyennes, nous avons aussi des quartiers, nous avons surtout des villes qui cohabitent ensemble sans se connaître. Je vais être la candidate justement de cette syntaxe, autour de 3 grands axes. La sécurité, l'écologie et le progressisme. Je m'inscris dans un groupe au niveau de l'Assemblée nationale de progressistes, qui seront sûrement un groupe qui seront composés d'un certain nombre de gens, avec qui nous essaierons donc de travailler dans une majorité constructive. Je vais avoir donc 30 secondes pour finir. Je ne sais pas trop exactement quoi développer. Suivez-moi tout simplement sur Facebook, sur Twitter, pour essayer de me connaître. Je fais parvenir une lettre ouverte dans vos boîtes aux lettres et ma profession de foi. Et je vous souhaite sinon un bon débat. Alors donc Christelle Labousse, c'est la réserve citoyenne, la relève citoyenne, pardon. Bonjour, effectivement donc Christelle Labousse, donc je suis candidate citoyenne avec la relève citoyenne, qui est un mouvement en fait de candidats sur toute la France citoyens, donc qui est autour de Charlotte Marchandise, qui s'était présentée à la primaire.org pendant les élections présidentielles, mais qui n'a pas réussi à récupérer les parrainages. Oui. Excusez-moi. Et du coup, l'idée, en fait, c'est de monter un groupe citoyen à l'Assemblée nationale. Donc, on est regroupé avec plusieurs mouvements citoyens sur toute la France et de faire émerger en fait des propositions citoyennes sur les territoires et de les faire remonter après à l'Assemblée nationale.
Donc du coup, pour ça, j'ai mis en place un questionnaire en ligne. Donc on a commencé à récupérer des contributions de citoyens. Et donc tout mon programme qui est axé pour soutenir une transition écologique, économique et solidaire est basé sur ces propositions de citoyens au fur et à mesure qu'on récupère. On a également mené des ateliers citoyens donc, tous les mardis soirs depuis un mois. Et l'idée, c'était de travailler sur la santé pour améliorer la santé pour tous, permettre aussi à l'éducation de permettre à tous les enfants de valoriser leurs propres compétences, de réconcilier le citoyen avec la vie démocratique, également de permettre à chaque salarié de redonner un sens à leur emploi en mettant en place des procédures pour rapprocher les dirigeants d'entreprise et les salariés dans leur entreprise. Et puis de préserver l'environnement, puisque en fait je suis juriste en environnement de formation et de métier. Donc pour moi, préserver la nature et développer les énergies de demain avec des énergies renouvelables, c'est primordial. Donc voilà, c'est les différents axes que je porte pendant cette campagne. Donc l'idée qu'on a, c'est de dire qu'on peut arriver à faire des propositions qui viennent directement des citoyens et pendant tout le mandat de député, de demander aux citoyens des circonscriptions quelles positions ils veulent qu'on soutienne, quels avis ils ont à donner et de rendre des comptes sur nos positions et nos votes. Voilà. Merci beaucoup à vous de m'avoir accordé ce temps. Merci. Alors, la parole maintenant est à vous. Si vous avez des questions par rapport à la thématique qui a été abordée, c'est-à-dire directement justement le parcours des candidats et puis leurs engagements vis-à-vis de l'exercice de leur mandat. Alors des questions courtes s'il vous plaît. Bonjour, bonjour messieurs, dames. Voilà, je voudrais poser une question à la candidate qui représente le mouvement En Marche, parce que là je me promène en ce moment, je fais les marchés, j'écoute les gens. Ce que je constate, je ne vais pas poser la question, c'est que les gens quelquefois vont voter En Marche. Mais moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est vous, personnellement. J'ai écouté votre cursus, très bien, très beau, mais qu'est-ce que vous allez faire pour les gens demain? Pourquoi vous vous présentez aujourd'hui en tant que député? Quel est votre cursus? Qu'est-ce que vous avez fait d'un point de vue local, puisque vous habitez nos gens? On ne vous connaît pas. Pourquoi? Oui, bonsoir à tous. Malheureusement ou heureusement, je vais aussi poser une question à la candidate d'En Marche. Quelle valeur ajoutée pouvez-vous amener à l'Assemblée nationale sans expérience? Je dirais que vous n'avez pas d'expérience locale ou d'élu de collectivité locale. Et que comptez-vous faire pour que vous ne vous transformiez pas en appuyeur de boutons rouges ou de boutons verts à la demande de votre hiérarchie? C'est une question différente. Bonjour, moi j'aimerais poser une question à M. Carrez. Des mandats, vous en avez eu, le temps à l'Assemblée, vous en avez eu. Vous vous dites dans votre acte spécialiste des finances, les finances de la France ne sont toujours pas assainies. Dans votre nouveau mandat, qu'est-ce que vous comptez faire de plus que vous n'avez pas fait avant? Est-ce qu'il y a d'autres questions alors, qui concernent spécifiquement plutôt justement la gouvernance, puisqu'on va venir aussi après aux questions économiques dans un deuxième temps? Bonjour, ma question est pour M. Carrez. Un 6e mandat, vous ne pensez pas que c'est un mandat un peu de trop? Est-ce qu'il y a... Excusez-moi d'avance pour cette question un peu provocante, mais donc pour M. Carrez, on parle souvent de la réserve parlementaire, de ses éventuels abus. Pouvez-vous nous dire comment vous avez utilisé cet argent et éventuellement nous démontrer qu'il n'y a eu aucun clientélisme dans l'usage de cette réserve? Bonjour, bonjour à tous. Moi, je voudrais m'adresser à La République En Marche et je voudrais savoir quelles sont vos motivations d'aller légiférer avec un gouvernement qui veut tout faire passer par ordonnance. Ah. Bien. Bon. Alors,
Ce que je vous propose, c'est donc l'idée, c'est que dans ce tour de parole, alors chacun de toute façon a le même temps de parole, donc même si des questions ont été adressées à une personne en particulier, et l'idée c'est aussi de vous répondre entre vous, puisque c'est vrai que c'est un côté un peu statique aussi ce genre de débat, donc c'est l'occasion aussi de réagir peut-être voilà, vis-à-vis des autres candidats. Donc, voilà. Eh bien, je vais demander à une main forcément innocente, un journaliste forcément innocent. Donc Hervé Guénaud, première heure. Non, mais non, si t'en sors deux, ça va pas. Merci. Alors, donc Caroline Adomo, Jean-Marie Rougier, Gilles Carrez, Raphaël Martinez, Christian Fautré et Nadine Rey. Donc vous avez justement 2 minutes pour réagir et pour répondre aux questions qui ont été posées et puis réagir aux autres présentations. Alors, oui, bah oui, non, mais parce qu'effectivement, oui. Caroline Adomo. Non, mais je connaissais pas. Vous m'entendez? Je n'ai pas eu de questions personnelles et je ne me vois pas trop être sur, je dirais, sur les autres candidats parce que ça ne m'intéresse pas cette démarche. Je pense que chacun est là pour présenter ce qu'il est et ce qu'il va faire. Après, en ce qui me concerne, si je suis élu député, effectivement, je m'engage parce que je demande un bilan de mandat et surtout d'avoir, je dirais, des comptes rendus citoyens avec des assemblées citoyennes, c'est-à-dire les habitants des différentes communes pour échanger sur mes positions et sur ce qui est attendu par rapport à ce territoire. Ce que je peux aussi dire d'autre, parce que je n'ai pas pu le développer tout à l'heure, effectivement, je m'inscris, je souhaite que ce président réussisse son quinquennat, mais pas à n'importe quel prix. Mon collègue, M. Fautré, l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas accepter qu'il y ait une gouvernance par ordonnance, ce n'est pas possible, notamment sur la question de la réforme du droit du travail. Je suis aussi opposée à... notamment, pas opposé, mais j'aimerais aller plus loin sur la moralisation de la vie publique, notamment en exigeant qu'il y ait des casiers judiciaires vierges pour les futurs élus, parce que justement dans la présentation qui a été faite par le garde des Sceaux, on ne va pas aussi loin. Jean-Marie Rougier. Oui, donc moi j'ai pas eu de question non plus. Ce que je voulais dire, c'est que bon, la circonscription est quand même assez disparate parce qu'on a le Perreux, le Perreux, Nogent et Évry sont des communes aisées, alors que Champigny est une commune relativement pauvre. Et la question qui a été posée à M. Carrez de la réserve parlementaire est importante. J'aimerais bien entendre sa réponse. À Champigny, on est un peu les déshérités. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que nous, le Front National, on est pour une proportionnelle intégrale qui représenterait vraiment la démocratie, c'est-à-dire d'avoir le nombre d'élus que chaque parti représente réellement et ne pas se retrouver avec 2 députés alors qu'on représente 30 ou 35% de l'électorat. Voilà. Donc ça, c'est très important pour la démocratie. Ensuite, je pense qu'une refonte, effectivement, là, dans le renouvellement du Parlement, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a au moins 200 députés sortants qui ne se représentent pas. Donc ça, c'est bien, parce qu'on va avoir des forces vives qui vont pouvoir rentrer et qui vont devoir faire leurs preuves, parce que le boulot, il est certain. Et le renouvellement de ces personnes, parce que quand on arrive à avoir 4 ou 6 mandats d'affilée, ça n'est plus vraiment de la démocratie, c'est carrément... Bon, effectivement, le député, il fait carrière, mais la France en pâtit, quoi, quelque part. Il faut toujours une remise en concurrence qui permette de redonner du peps, parce que et surtout qui évite les dérives,
qu'on a pu constater même dans la nouvelle majorité actuelle. Voilà. Donc plus de transparence et un renouvellement de la classe politique est important. Merci. Alors Gilles Carrez, vous avez eu quelques questions. Oui, alors la première, ce nouveau mandat, moi j'estime de novice. Et mon expérience et ma compétence me permettront une vraie indépendance. Parce que mon expérience m'a montré qu'un député doit savoir se battre contre l'administration. Il doit savoir porter haut et fort les couleurs d'une Assemblée nationale face à l'exécutif. Lorsque un texte de loi est présenté, ce texte de loi doit être amélioré, il doit être discuté. Nous ne sommes pas là pour appuyer sur des boutons de façon automatique. Que de fois, lorsque j'étais dans la majorité, je me suis opposé, parce que j'estimais que des réformes n'étaient pas bonnes, je me suis opposé au gouvernement qui était pourtant de mon bord. Et par ailleurs, que de fois aussi, il m'est arrivé de voter des textes quand j'étais dans l'opposition, alors que mon parti était plutôt enclin à ne pas les faire voter, parce que j'estimais que ces textes étaient bons. Et donc, expérience et compétence, ça vous donne une indépendance d'esprit, et ça fait un bon député. On n'est pas disqualifié en France par l'âge. Ensuite, les finances, j'ai eu des résultats. Et là, comme nous sommes aujourd'hui au bord du gouffre, avec une dette qui représente 100% du PIB, je pense que je vais être écouté. Et dans ce nouveau climat, avec un président qui est lui-même inspecteur des finances, qui est sensible à ces sujets, je l'ai invité à plusieurs reprises à la commission des finances, ça s'est bien passé, j'ai pu mesurer... À des fins clientélistes, encore une fois, la réserve parlementaire était initialement prévue pour aider les associations notamment, et pas pour faire des travaux dans les villes. Donc ça pose encore une fois la question du clientélisme à la fois par rapport aux villes et par rapport aux électeurs. Et ça pose aussi par les ordonnances la question de la démocratie actuelle de nos institutions. Est-ce normal que des textes n'aient pas besoin de passer par le Parlement pour être votés, donc soit par 49.3, soit par ordonnance? C'est pour toutes ces raisons que nous voulons passer à une 6e République. Nous organisons d'ailleurs une réunion publique demain sur ce sujet à Opéreux. Nous voulons une 6e République qui soit issue d'une assemblée constituante qui sera notamment formée de citoyens tirés au sort et de représentants d'associations, de partis, afin que chaque idée soit entendue et de pouvoir rédiger ensemble les nouvelles règles de la démocratie de demain. Enfin, on peut parler également du renouveau des idées et du renouveau des personnes que représente la France insoumise. On est majoritairement issus de la société civile. Ce qui nous rejoint tous, c'est notre engagement, c'est nos idées, c'est l'idée du monde qu'on se fait de demain. Et ça, c'est des idées extrêmement nouvelles qu'on a établies ensemble et qu'on veut porter à l'Assemblée nationale. Voilà. Christian Fautré. Oui, merci. Je veux rebondir sur la question effectivement qui a été posée sur le rôle des députés, et particulièrement de la République en marche, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça pose un autre problème d'ailleurs, cette question, parce que est-ce que le problème n'est pas d'abord qu'on élit un président qui est un chef, qui décide de tout, qui a besoin d'une majorité, et qui, pire encore, le fait par ordonnance? On peut se poser la question. Est-ce que M. Macron, président de la République, souhaite avoir des députés qui ont des droits, des devoirs et qui rendent des comptes, ou est-ce qu'il veut des députés godillots à son service? C'est une vraie question. Et en plus, c'est encore plus grave que ça, c'est un acte complètement antidémocratique. Comment peuvent-ils, ces mêmes députés et ES, rendre des comptes si par ailleurs on leur dit de faire ce qu'ils ont à faire? Et c'est même pas eux qui décident, puisque de toute façon, on leur demande seulement de lever le bras. Moi, ça me pose un vrai... En tout cas, c'est pas ma conception de la démocratie. On me fait souvent le reproche dans ma ville du développement et de la participation, de la démocratie participative. Eh bien, je l'assume. Donc, sur cette question, alors, par ordre de prise de parole, ce sera Jean-Marie Rougier, Caroline Adomo, Raphaël Martinez, Christian Fautré, Nadine Rey et Gilles Carrez. Donc, comment réussir économiquement et donner de l'emploi à tous les Français? Et hop, c'est parti. Oui, c'est un vaste programme. Hein. Donc, déjà, la première chose,
avant toute chose, il faut retrouver notre souveraineté monétaire et que ça ne soit pas les eurocrates de Bruxelles qui ne sont pas élus par le peuple qui prennent les décisions pour nous. Donc, redonner la France à la France, quoi. Alors, au contraire, il faudrait une révolution de proximité. Il faut réaménager notre territoire. On savoir qu'en France, on est tous agglutinés dans des villes et il y a des déserts humains incroyables. Je vais prendre juste un exemple. Le Cantal, c'est un département, ça fait 150 000 habitants. Il y a plus de vaches que d'habitants. Alors qu'à Champigny-sur-Marne, par exemple, il y a 77 000 habitants. Donc 2 Champigny-sur-Marne, ça fait le département du Cantal. Donc il y a une possibilité de faire quelque chose à ce niveau-là, délocalisation. Donc ensuite, les services publics. Donc c'est pareil, au niveau des services publics, tous ces départements qui se dépeuplent n'ont plus de services publics, plus de médecins, plus d'hôpitaux, etc. Il faut relocaliser des entreprises dans ces déserts pour redonner une impulsion. Ensuite, on sait qu'il faut aussi avoir un choix. Nous, on est pour un choix patriote contre un choix mondialiste. On a aussi le gros problème en France, c'est qu'on n'a plus d'industrie, on n'a plus rien. Il faut réindustrialiser la France. Un exemple, par exemple, sur 7000 réfrigérateurs vendus en France par jour, aujourd'hui, il y en a 0 qui sont fabriqués en France. Ah bon, pardon. Caroline Adomont. C'est trop vite. Alors, assurer la réussite économique du pays. Je tiens d'abord à préciser qu'en introduction, la hausse de la croissance de 0,4% au premier trimestre, et malgré un contexte difficile, l'ancien président et son gouvernement ont su redresser la situation. Concernant la loi travail, il faut être clair. En tant que candidate, je vais défendre le dialogue social et les droits des salariés. C'est pourquoi je m'oppose notamment au recours aux ordonnances et au recul des droits des salariés sur le Code du travail. Députée, je soutiendrai le renforcement de la démocratie sociale dans l'entreprise. Et concernant la position pour dynamiser l'emploi, je pense que le soutien à nos entreprises et à l'innovation sont primordiaux. Et je suis favorable à ce qu'une loi réserve notamment 50% des marchés publics aux PME et TPE. Comme ça, elles pourront par ailleurs financer intégralement leurs projets d'innovation. Et là, on peut souligner aussi le travail effectué par la BPI. Je disais, le progrès technique doit être au cœur de notre politique économique. Et c'est pourquoi on propose notamment un plan d'innovation et recherche qui serait destiné à l'industrie du futur. Je pense à l'agroécologie, à l'économie de la mer. Et pour relancer l'économie, il faut améliorer le pouvoir d'achat des Français. Et pour cela, nous devons poursuivre la baisse des impôts, notamment à l'encontre des ménages les plus modestes et des classes moyennes, et maintenir l'impôt sur la fortune pour les plus riches. Enfin, peut-être revaloriser aussi de 50% la prime d'activité qui a été créée en 2016. Bon. Pour pouvoir penser l'économie et la réussite économique, déjà, il est bon de savoir ce qu'est une réussite économique. Est-ce vraiment la croissance, si elle se fait au détriment des humains et de la nature en produisant tout et n'importe quoi en quantité industrielle? Veut-on réellement produire plus ou veut-on produire mieux? Produire mieux, cela passe déjà par le respect de l'humain. Nous ne considérons pas normal de demander toujours plus de sacrifices, comme cela a été fait avec la loi Macron et le travail du dimanche étendu, ou encore avec l'inversion de la hiérarchie des normes par la loi El Khomri. Concernant la loi travail, je vais être encore plus claire, je souhaite son abrogation pure et simple. Produire mieux, cela passe aussi par un meilleur partage du temps de travail et un partage plus juste des richesses produites. Nous voulons ainsi mener une transformation profonde de notre système d'imposition avec 14 tranches d'impôts au lieu des 5 actuelles.
Chaque citoyen paiera l'impôt. Nous avons mis en place un simulateur d'impôt disponible sur Internet. Les 14 tranches permettent de lisser la répartition de l'impôt. Et nous voulons également augmenter les salaires, et notamment immédiatement le SMIC de 176 € net par mois. 7%, c'est le taux unique de cotisation généralisée ou CSG payé par tous. Nous la rendrons progressive, plus petite pour les plus petits revenus, plus importante pour les plus élevés. Nous allons également lutter contre l'évasion fiscale, qui représente 80 milliards d'euros par an, notamment en mettant en place immédiatement l'imposition différentielle. Mieux, cela passe également par l'innovation. J'ai 20 ans et je suis entrepreneur dans les nouvelles technologies de l'éducation. L'innovation, je sais comment ça se passe. Je travaille dans une start-up et je suis entourée d'entrepreneurs qui poussent chaque jour plus loin l'inventivité pour construire le monde de demain. Et je peux vous assurer que ce n'est pas en flexibilisant le travail que l'on va y arriver. On a besoin d'une société où chaque citoyenne se sent en sécurité et ainsi en mesure de s'épanouir et de créer. Notre pays, il est particulièrement malade des inégalités. Il suffit tout simplement de lire le récent Observatoire des inégalités qui dit que l'écart entre les plus pauvres et les plus riches ne cesse de grandir. Et ça m'amène à deux observations. La première, c'est que c'est la conséquence quand même des logiques qui ont été menées depuis 15 ans, qui font que tous les efforts sont sont toujours pour les mêmes, les salariés et les retraités, et les allégements d'impôts, de fiscalité sont souvent pour les mêmes entreprises qui renforcent du même coup leurs profits. D'autres chiffres, 10% les plus riches ont capté en 15 ans la plus grande part de l'augmentation des richesses créées aujourd'hui en France. Et en 2016, les bénéfices des entreprises du CAC 40 ont augmenté de 32% par rapport à 2015. Mais à quel prix humain et à quel prix écologique ça s'est fait? Donc ces sommes colossales sont détournées aujourd'hui de la satisfaction des besoins les plus élémentaires. Et ce qui m'inquiète, c'est que le nouveau président Macron veut continuer dans cette voie et il le dit haut et fort. Et donc je dis que ça suffit, il faut changer de logique et ramener, comme ça vient d'être dit, la logique de l'humain qui doit remplacer celle du seul profit. Non pas qu'il n'y a pas d'argent à gagner, mais le profit. Pour le profit, il faut que ça cesse. Et donc, il y a des solutions. Cet argent serait utilisé pour construire des logements. Il en manque 600 000 en Île-de-France. Relancer les services publics. On en casse de plus en plus, ça a supprimé des dizaines de milliers d'emplois. Il manque des enseignants, il manque des infirmières, il manque des chercheurs, il manque des formateurs. Et il y a aussi la transition énergique dont tout le monde nous rabat les oreilles. Oui, il faut la faire, mais il faut la faire réellement. Et c'est créateur d'emplois. On sait aujourd'hui, ne serait-ce que de protéger les immeubles, les pavillons qui aujourd'hui sont des passoires énergétiques, peut créer des millions d'emplois pour des décennies. Alors pourquoi aujourd'hui on n'y arrive pas, puisqu'aujourd'hui entre le numérique, le développement du numérique, voilà, excusez-moi, c'est compliqué. Nadine Ray. Alors, bien évidemment, il est important qu'on puisse aujourd'hui assurer rapidement la réussite économique de notre pays et à revenir à un pays où nos enfants et nos petits-enfants ont envie de rester et pas partir à l'étranger. Pour travailler, c'est important et Dieu sait qu'ils aiment notre pays. Alors pour cela, nous proposons dans un premier temps de libérer l'action, mais pas seulement des patrons, comme j'ai l'impression de l'entendre ici, mais liberté à la fois d'action pour les patrons, mais également pour les salariés. Ça passe par quoi? Ça passe d'abord par favoriser les accords d'entreprise, pour que les entreprises puissent enfin, salariés et entreprises et patrons d'entreprises concernés, quelle que soit la taille de l'entreprise, définir les conditions de travail, les heures de travail, le déclenchement des heures supplémentaires et autres. C'est transformer enfin l'assurance chômage, et ça c'est quand même primordial pour que toute personne qui veuille et qui ose aujourd'hui entreprendre, qui est entrepreneur, commerçant, ouvrier, agriculteur, qui est à son compte, puisse bénéficier de l'assurance chômage. Voilà, il faut aussi pour qu'elle puisse être protégée. La transformation du CICE. Le CICE était une bonne chose, mais nous proposons de la transformer en baisse de charge avec un avantage pour l'entreprise, quelle qu'elle soit, c'est que ce sera pérenne dans le temps et elle n'aura pas besoin de se poser la question de ce que deviendra le CICE l'année d'après. Une augmentation de la prime d'activité, bien évidemment, mais il faut aussi augmenter le pouvoir d'achat des actifs.
avec la suppression notamment des cotisations maladie et chômage, qui représente 3,15 points, qui sera bien sûr compensé, parce qu'il faut aussi financer un programme qui va donner plus de pouvoir d'achat par une augmentation de la CSG d'1,7 point, sauf pour les 40% de gens qui ont une petite retraite, bien évidemment. Et puis, à l'aune de 2020, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Gilles Carrez. Bien, je pense que la première bataille que nous devons conduire, c'est la bataille pour l'emploi, contre le chômage. Et ma conviction, c'est que la bataille pour l'emploi, elle ne peut être gagnée que dans les entreprises, et en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Pour cela, il faut d'abord poursuivre une politique de baisse des charges sur les entreprises. Il faut certainement réformer le Code du travail en donnant plus de souplesse dans la négociation au sein de l'entreprise. Et moi, je conseillerais que plutôt que de recourir à des ordonnances, il y ait un projet de loi traité en urgence au Parlement pour que l'Assemblée et le Sénat puissent, de façon concertée, intervenir. Je ne suis pas confiant dans le pouvoir laissé aux administrations par le biais des ordonnances. Je préfère passer par la loi. Et puis, il faut que nos entreprises voient alléger toutes les normes qui pèsent sur elles et qui deviennent insupportables. Et puis, dans cette bataille contre le chômage, il y a une politique particulière à mener en faveur des jeunes. C'est particulièrement difficile aujourd'hui pour les jeunes qui vont de CDD en CDD, de petit boulot en petit boulot. Et je pense que nous devons relancer une politique d'apprentissage beaucoup plus ambitieuse. Et pour ma part, au plan local, je me suis complètement impliqué dans notre mission locale qui fait un travail remarquable. Sur les impôts, nous sommes en overdose fiscale. Les entreprises, les ménages ne peuvent plus subir d'augmentation supplémentaire d'impôts. C'est pourquoi je m'oppose à l'augmentation de la CSG, en particulier pour les retraités. C'est tout à fait injuste. Je pense que ce n'est pas en augmentant les impôts qu'on résoudra nos problèmes de finances publiques, c'est en cherchant à dépenser moins, en dépensant mieux, en évitant les gaspillages. Je suis outré, par exemple, qu'on ait perdu 1 milliard d'euros avec l'abandon de l'écotaxe et encore 50 millions d'euros hier avec l'abandon du prélèvement à la source. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce... Attendez, vous avez déjà posé des questions. Question courte. Oui, alors j'avais une question pour Monsieur Rouget, il me semble. Vous parliez de l'Europe et des industries. Alors moi j'ai une question parce que vous êtes un peu pessimiste. En France, on a des industries. Je ne suis pas pro-nucléaire, mais il y a l'industrie nucléaire, l'industrie aéronautique qui se porte bien. Il ne me semble pas que c'est les vaches du Cantal qui achètent des Airbus et des centrales nucléaires quand même, hein. Moi, c'est pour la candidate de En Marche, qui vient nous expliquer qu'en baissant les cotisations sociales, tout ce genre de magnifiques choses, on va justement permettre de donner plus de pouvoir d'achat. Or, lorsqu'on supprime des cotisations sociales, d'un autre côté, on supprime aussi des avantages, enfin pas des avantages, des allocations et des choses comme ça. Par exemple, tout ce qui va être la sécurité sociale et autres, parce que bon, dépenser moins du coup si on a moins de revenus. Et donc du coup, on peut voir ça du côté, on prend l'exemple des États-Unis. Et la santé, ça leur coûte beaucoup plus cher, et donc du coup, ils ont beaucoup moins de pouvoir d'achat, et du coup, vous pouvez moins consommer, les entreprises vont plus pouvoir être relancées et autres. Voilà. J'aurais, je dirais, presque 4 questions, mais je vais la résumer à une. Il y a plusieurs personnes qui nous ont fait des belles propositions. On pourrait voter au moins pour 4 candidats, je dirais. La seule chose, vous ne dites pas vraiment comment. Si je prends l'exemple de Madame pour les Insoumis, vous nous dites lutter contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, pardon. Je pense que beaucoup de gens vont être d'accord. Maintenant, vous ne nous dites pas du tout comment vous allez le faire et est-ce que vous pouvez le faire? Parce qu'il est clair que le problème est récurrent. Il y a 60 à 80 milliards apparemment qui partiraient chaque année et aucun gouvernement n'a réussi parce que, comme on doit le savoir maintenant, il y a quand même une Commission européenne qui s'oppose au contrôle des mouvements de capitaux. Je pourrais revenir sur plusieurs des propositions qui ont été, dont on a entendu ce soir.
Pour moi, il est clair et net que nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. C'est beau de nous faire des promesses, mais le résultat, on se plaint que la France va mal. Eh bien, oui, il y a une raison. Et il faudrait quand même pouvoir poser les questions et apporter les réponses qui s'imposent. Bonsoir, moi j'ai une question pour Monsieur Carrez. Donc vous êtes chargé des finances depuis plusieurs mandats. J'aimerais savoir comment vous allez, si vous étiez élu, lutter contre, si vous alliez sanctionner par exemple ces grosses entreprises, puisque vous parlez de chômage, qui laissent sur le carreau des milliers de personnes, alors qu'ils font du bénéfice, tout ça pour se délocaliser. Et vous demandez à vous, pour revenir à la fraude fiscale, ce que vous comptez réellement vous faire, parce que depuis des années, vous en avez été témoin, je pense, vous avez dû l'entendre, il y a eu une enquête qui a été faite, elle a été révélée, et à part les frères Bocquet et très peu de personnes, vous n'en avez pas parlé. Je vais de l'autre côté. Parce que... Vous approchez. Bonjour, j'ai une question pour Madame Nadine Rett. Vous parlez, alors c'était dans le programme de Monsieur Macron, c'est la possibilité aux démissionnaires d'avoir une indemnité chômage. Mais vous savez très bien que l'assurance chômage est déficitaire. Alors comment allez-vous mettre en place cette mesure phare? Bonsoir, Madame Bégic. Habitante du Perreux, donc c'est une question pour tous les candidats. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la suppression de la taxe d'habitation. C'est bref. Bon, je pense que c'est pas mal. Vous avez de quoi répondre, il me semble. Ouais, on va changer. Donc il y a une interrogation notamment quand même sur comment vous faites. Alors, Christian Fautré, Raphaël Martinez, Gilles Carrez, Nadine Rey, Caroline Adomo et Jean-Marie Rougier. C'est effectivement la question qui nous sépare. C'est comment y arriver. Et moi, je pense qu'il faut avoir le courage d'aller chercher l'argent là où il se trouve parce qu'il existe. Il y a des députés, on peut prendre des décisions, mais il faut avoir le courage de s'attaquer à la loi de l'argent qui est souvent concentrée entre les mains de quelques-uns, des grands actionnaires et des banques. Et de ce point de vue-là, pourquoi ne prenons pas nous la décision de nationaliser deux banques que je cite, BNP Paribas et la Société Générale, de façon à créer en France un pôle public financier qui soit mis à contribution et qui permette aux entreprises, en particulier les PME, qui sont très nombreuses sur le territoire français, qu'on puisse les accompagner, les aider. Très souvent, elles sont étranglées par les banques. Pourquoi? Parce qu'on donne de l'argent qu'à ceux qui ont de l'argent. On prête qu'aux riches, comme on dit souvent. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut avoir ce courage politique de le faire, et personnellement, je l'ai. Et il y a aussi, en même temps, il faut réformer fiscalement le pays. À tout point de vue. Je pense qu'il faut que les gens ordinaires que nous sommes payons beaucoup plus, proportionnellement, que toutes les entreprises. Mais pourquoi? Pourquoi? Il y a un décalage tel aujourd'hui qui crée des différences, qui fait que des familles se sacrifient, qui ne peuvent plus payer leurs impôts. Donc il faut rétablir l'équilibre, c'est-à-dire que là où les richesses sont créées, eh ben, elles doivent participer plus aux besoins des habitants. Et puis sous la TH, oui, effectivement, évidemment, je ne comprends pas. Oui, il faut réformer la fiscalité locale, la fiscalité des ménages, mais pas en la supprimant. Pas en la supprimant, parce qu'on va la remplacer par quoi? On va aller chercher l'argent où? En augmentant la CSG? Mais on prend d'une main pour remettre dans une autre. Mais de toute façon, au bout du compte, c'est ce que je viens de dire à l'instant, c'est toujours les mêmes qui payent. Et ça ne va pas. Si on veut la supprimer pour compenser et chercher l'argent, oui d'accord. Si on la prend chez les actionnaires, je suis d'accord. Raphaël Martinez. Alors, déjà, je vais répondre à la question très intéressante de l'évasion fiscale et comment on arrive à lutter contre l'évasion fiscale. Ça passe notamment par nous ce qu'on appelle l'imposition différentielle, qui est déjà mise en place aux États-Unis. C'est-à-dire que, par exemple, si un Français va vivre en Suisse,
il paiera une certaine somme en Suisse, et si elle est moins importante que la somme d'impôt qu'il aurait payée en France, il paiera cette différence en France. Donc ça permettra d'éviter toute évasion fiscale passant par des déménagements en Suisse ou dans d'autres paradis fiscaux. Bon, l'entièreté de notre programme est chiffrée. Bon, il y a un live un petit peu long de 5 heures qui est disponible avec notamment des économistes et des associatifs qui chiffrent le programme de A à Z. Et donc, bon, concernant la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation, on y est opposé parce que ça signerait notamment la fin des services publics locaux. Et voilà. Bon. Après, concernant par exemple tout ce qui est financement de la sécurité sociale, etc., bon, on y reviendra plus tard, mais notamment, il faut savoir que de l'argent, il y en a même au sein de l'État, et par exemple, le CICE, ça représente plus de 40 milliards d'euros par an, ce qui est une somme extrêmement importante. Pour passer à la sécurité sociale à 100%, ça nous coûterait que 16 milliards d'euros. Bon, encore une fois, étant dans une petite entreprise, oui, le CICE, ça aide, mais en très moindre mesure que ce qui pourrait être fait avec d'autres mesures, alors qu'il inonde les grandes entreprises qui n'ont pas vraiment besoin d'aide sur ce point-là. Voilà. Nadine Ray. Oui, alors je vais d'abord répondre à une question qui m'a été posée par rapport à la possibilité pour une personne de démissionner tous les 5 ans. Alors vous me demandiez, mais comment on va financer ça? Alors déjà, je voudrais dire que quand une personne est mal dans son travail et est en position de souffrance au travail, voire même en burn-out, hein, ça a un coût énorme. Ça a un coût parce que pour la personne d'abord, mais également au niveau de la sécurité sociale, parce que la personne est en arrêt. Donc l'idée quand même, prioritairement, c'est de pouvoir dire qu'une personne à un moment donné puisse vouloir faire une rupture avec son entreprise parce qu'elle ne s'y sent pas bien. Et c'est pour ça qu'on propose que la personne puisse bénéficier une fois tous les 5 ans du chômage en cas de démission parce qu'elle ne se sent plus bien et qu'elle n'arrive plus à assumer son travail dans l'entreprise. Bien sûr, cette démission sera accompagnée de devoirs de faire un bilan de compétences, de devoir d'analyser vers quoi la personne veut orienter son parcours de vie professionnelle, bien évidemment, et d'un accompagnement extrêmement précis. Je ne sais plus où étaient mes questions, donc voilà. La taxe d'habitation. Oui, alors la taxe d'habitation, comme vous savez, c'est une taxe assez particulière et qui est plutôt injuste. Alors, je voudrais quand même rassurer certaines personnes et répondre aujourd'hui en disant la taxe d'habitation va enlever du pouvoir et des budgets aux municipalités. Absolument pas. Il a été budgété dans le plan d'Emmanuel Macron que tous les 80% de taxes d'habitation que les municipalités ne percevraient pas seraient complètement compensés par l'État au centime près et que ça n'aurait donc pas. Et tout est. Voilà, je ne peux pas continuer. Voilà. Une prochaine fois. Voilà. Gilles Carrez. Oui, je commence par répondre à la question très importante sur évasion, optimisation fiscale. Je trouve qu'entre 2012 et 2016, un certain nombre de textes ont été votés, que j'ai votés d'ailleurs, qui ont permis de progresser, en particulier sur les échanges automatiques d'informations fiscales entre les pays, parce que ce combat ne peut être mené que de façon internationale. En particulier, on a progressé au sein de l'Europe sur les questions d'optimisation fiscale et c'est un combat permanent. Sur ces sujets-là, il y a un consensus à l'Assemblée et c'est l'exemple même de travaux qu'il faut poursuivre, mais qu'il faut poursuivre avec un esprit constructif. En tout cas, à la tête de la présidence de la Commission des finances, ça a été pour moi une priorité absolue et j'ai approuvé le gouvernement, je le dis ce soir, qui a pris des initiatives, mais il faut continuer, il faut aller plus loin. Il y a un point qui me préoccupe beaucoup, dont je veux vous parler à cette occasion, ce sont les départs d'entreprises ou de ménages français pour raisons fiscales.
Notre pays est en train de s'appauvrir. Il y a une véritable omerta. Ces chiffres que je vais vous donner de plusieurs milliers de Français qui partent chaque année ou d'entreprises qui se délocalisent, ça relève du secret défense. J'ai été obligé de faire des contrôles sur pièce et sur place à Bercy pour avoir ces chiffres. Et je dis qu'un pays qui laisse partir ses plus belles entreprises ou un pays qui laisse partir des gens fortunés pour des raisons fiscales, c'est un pays qui s'appauvrit. On a tous à y perdre. Sur la taxe d'habitation, il y a une chose qui me gêne beaucoup, c'est que M. Macron ne dit pas comment il va trouver les 10 milliards d'euros. Or, c'est une question essentielle, puisque la Constitution, et c'est normal, oblige à la compensation aux collectivités locales. Alors, comment va-t-il les trouver, 10 milliards? Est-ce que ce sera une augmentation de la CSG? Est-ce que les 20% qui continueront à payer paieront davantage de taxes d'habitation? Est-ce que ce seront les impôts fonciers des propriétaires? Ces questions, il faut y répondre, c'est ça la transparence. Caroline Adomo. Alors effectivement, déjà je me réjouis que M. Carrez ait admis sur l'optimisation et la lutte contre la fraude fiscale que le gouvernement avait agi. Et une proposition forte est justement de créer une taxe à l'encontre des multinationales. Sinon, pour revenir sur les questions qui ont été posées, effectivement, il faut pouvoir financer les propositions qui sont faites. Pour financer, il faut peut-être déjà redresser les comptes de notre pays, puisqu'il y a quand même encore un effort à faire. Et cet effort doit être fait par l'État en premier lieu, mais aussi les collectivités territoriales. Ce qui signifie qu'effectivement, chacun doit penser à faire des économies pour, en tout cas, économies dans laquelle il a été mis, je le rappelle quand même à l'époque, par la droite, sous la présidence de Sarkozy, et pour lequel le dernier gouvernement a en tout cas tenté et apporté des débuts de réponse. Alors, ces économies, ça va effectivement passer peut-être dans un premier temps, on devait peut-être l'aborder plus tard, mais je pense qu'il faut supprimer certaines strates administratives qui ne servent à rien, qui nous coûtent cher et pour lesquelles on paye. Et voilà, je pense que ça c'est déjà quelque chose qu'il faut envisager rapidement et je suis pour la suppression notamment des départements au niveau de la petite couronne en Île-de-France et aussi là où on trouve une métropole existante. D'autre part, pour faire ces économies, je pense qu'il faut effectivement diminuer le nombre de parlementaires. Alors, c'est aussi une proposition qu'on retrouve ici et là. Ça permettra aussi, dans un premier temps, en tout cas d'axer sur ces économies. Donc, faire des économies, réduire la dépense publique pour pouvoir financer. Jean-Marie Rougier. Oui, je vais répondre au jeune homme déjà. Non, je veux dire que simplement, tout le monde n'a pas la chance ou la malchance, je ne sais pas, de travailler chez Airbus ou dans le nucléaire. Il faut aussi savoir que la première entreprise de France, c'est l'artisanat. Il y a les agriculteurs qui comptent aussi. Toutes les semaines, il y a deux agriculteurs qui se suicident, un artisan. Donc ça, c'est un scandale, parce que ces gens-là, ils demandent qu'à vivre de leur travail, en fait. Ils ne demandent pas à l'Europe ou à l'État de leur donner des subsides. Ce qu'ils veulent simplement qu'on allège les charges sur ces TPE, sur ces PME, et qu'ils puissent vivre simplement de leur sueur, quoi. Et c'est ça qui est important. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais dire tout à l'heure. Voilà. Donc pour la taxe d'habitation, la dame qui avait parlé de la taxe d'habitation, moi je trouve que c'est une bêtise parce que la taxe d'habitation, elle sert au maire à faire pas mal de choses. C'est son principal financement, donc il ne faut pas enlever cette taxe d'habitation. Autrement, alors pour le chômage. Alors le chômage, moi ce que je disais, il faut pouvoir vivre de son travail sans attendre de subventions. Et aussi revaloriser le travail manuel et tout ce qui est l'apprentissage dès 14 ans. Parce qu'on n'en meurt pas d'être un apprenti. Moi, mon père, il a commencé à 14 ans et peut-être son père, il commençait à 8 ans. Et ils sont pas morts. Ils ont une vie qui était. Non, mais il y a pas. Bon, ils étaient peut-être. Voilà. Ils ont pu s'instruire aussi. Mon père, il a passé son bac à la Régie Renault. Il a commencé à 14 ans à la Régie Renault. Il a fait la filière. Il a passé son bac. Il est fini cadre. Voilà.
Donc il n'y a pas de honte, hein. Tout le monde ne peut pas être derrière un clavier, etc. etc. C'est pas ça le monde, hein. On a besoin de force vive. Hein. Voilà. L'évasion fiscale, l'exemple doit venir d'en haut. Voilà, c'est au niveau des plus hauts gradés de l'État, au président et à tous ses ministres, de donner l'exemple, ce qui n'est pas le cas actuellement, malheureusement. Merci. Un autre thème important qui concerne la protection. Donc, comment protéger mieux concernant aussi bien la santé que le logement, la sécurité, l'égalité des territoires. Et donc, c'est des questions qui comprennent justement le financement de la sécurité sociale, la lutte contre les déserts médicaux, l'organisation de la police, les services publics de proximité, commissariats, postes, tribunaux, la position par rapport aux différentes strates de gouvernance locale que vous avez un petit peu abordé déjà. Voilà, bon, entre autres sujets. Donc vraiment, comment protéger mieux concernant aussi bien la santé que le logement, la sécurité, l'égalité des territoires. Pour aborder cette question, Raphaël Martinez, Gilles Carrez, Jean-Marie Rougier, Caroline Adomo, Nadine Ray et Christian Fautré. Protéger, est-ce que ce n'est pas justement le rôle de notre République ? Permettre à chacun d'avoir une éducation de qualité, un logement, un travail, permettre à chacun d'être soigné. Nous proposons notamment la sécurité sociale à 100%, c'est-à-dire que chacun sera soigné non selon ses moyens, mais selon ses besoins. Tout le monde s'accorde sur l'utilité de cette mesure et nous savons la financer. Nous considérons également absolument nécessaire de garantir le droit effectif au logement. 30 000 enfants vivent actuellement sans abri fixe dans notre pays et près d'1 million de personnes n'ont pas de logement personnel. Nous voulons créer un service public du logement qui ne soit d'ailleurs pas seulement à destination des plus démunis, mais qui soit accessible à tous. Nous souhaitons ainsi construire 200 000 logements publics par an pendant 5 ans. Ces investissements permettront également d'expérimenter et d'innover en matière d'éco-construction et de logements à bilan positif en énergie, c'est-à-dire des logements qui produisent plus d'énergie que ce que ne consomme le ménage. Ce qui nous permettra de devenir des leaders dans ce domaine. Pour ce qui concerne les retraités, nous proposons la retraite à 60 ans avec 40 annuités et nous souhaitons augmenter immédiatement les pensions de retraite et tous les minima sociaux pour que plus un seul citoyen ne se trouve en dessous du seuil de pauvreté. Être en sécurité, c'est être protégé sur le plan social, mais c'est aussi se sentir en sécurité. Nous voulons ainsi rétablir le lien entre la police et le pays, parce que c'est le fondement même de notre droit et de nos libertés. En l'utilisant pour la répression de mouvements sociaux, en ne lui donnant pas les moyens d'assumer son rôle, en imposant une politique du chiffre et en ne luttant pas contre les pratiques injustes comme le contrôle au faciès, l'État a détruit la raison d'être d'un corps de fonctionnaires républicains. Nous souhaitons ainsi rétablir une police de proximité, renforcer les moyens humains et matériels des forces de police et porter à 2 ans la durée de formation des élèves gardiens de la paix. Gilles Carrez. En 2 minutes, je ne veux vous parler que d'un seul sujet, tellement il est important. C'est notre sécurité face en particulier au terrorisme islamique. Nous devons prendre des mesures beaucoup plus fortes sur, en particulier, la surveillance, voire la rétention des fichiers S les plus dangereux. Nous devons interdire les associations salafistes. Nous devons expulser tous ceux qui ont la double nationalité et qui commettent des attentats ou qui tiennent des propos attentatoires vis-à-vis de notre pays. Et nous devons considérablement renforcer les moyens du renseignement. Regardez ce qui vient de se passer à Londres, où avaient été identifiés ceux qui ont commis les attentats avant-hier. C'est pour nous un combat. Nous sommes dans une véritable guerre. Et je pense que la première des sécurités, c'est celle-là.
Au plan local, je me suis beaucoup investi sur ces sujets de sécurité. Notre collègue Fautré le sait, je me suis battu pour l'extension du commissariat de Champigny, pour la création de la zone de sécurité prioritaire au Bois-l'Abbé, pour le développement de la vidéoprotection dans la ville du Perreux. Je pense que j'ai aussi aidé le commissariat de Champigny pour qu'il puisse se procurer des caméras et que nos policiers puissent travailler dans de meilleures conditions. Je pense que cette question de sécurité par rapport au terrorisme, elle est fondamentale aujourd'hui. Et je suis désolé, en 2 minutes, je veux vous parler de l'essentiel. Et pour moi, c'est cela l'essentiel. Ce qui s'est passé à Londres, ce qui s'est passé à Paris, le démontre tous les jours. Jean-Marie Rougy. Oui, donc je reprends là directement derrière M. Carrez. Hein. On va parler déjà de la sécurité. La petite délinquance, tolérance zéro, abrogation des lois pénales laxistes comme la loi Taubira, rétablissement des peines planchers. En plus, après, renforcer les moyens humains et matériels pour lutter contre la criminalité et le terrorisme. Mais bon, les plus faibles, il n'y a pas que ça. Hein. La priorité, c'est de rendre leur argent aux Français. Parce que depuis longtemps, les politiques qui ont été menées dans ce pays depuis 30 ans affaiblissent les classes moyennes et populaires au profit des multinationales et puis dilapident l'argent public. Donc il faut retirer cette loi travail, la loi El Khomri, qui n'est pas bonne, supprimer les directives sur les travailleurs détachés. Parce que quand on a des gens qui travaillent à payer 400 € par mois et qui n'ont pas de charge, les entreprises françaises ne peuvent pas lutter, c'est évident. Hein. Taxe à l'embauche, sur l'embauche des travailleurs étrangers. Ensuite, il faut agir sur le pouvoir d'achat, défiscaliser les heures supplémentaires, comme ça a été fait et que c'était retiré par M. Hollande. Instaurer une prime sur le pouvoir d'achat pour les bas revenus et pour les retraités. Il faut les aider, ces gens-là. Revaloriser le minimum de vieillesse. Rehausser progressivement le plafond du quotient familial, rétablir la demi-part des veufs et veuves, et puis créer un bouclier social pour les indépendants, refonte du RSI, voire la MSA, j'en vous en parle pas, je connais très bien le problème. Mettre en œuvre une politique nataliste, parce qu'il y a beaucoup de femmes seules qui élèvent des enfants, et je pense que leur permettre de leur donner un salaire, que ce soit un homme, d'ailleurs, soit une femme ou un homme qui élève les enfants, de leur donner un salaire, ça serait motivant et ça serait logique, parce que élever des enfants, c'est un sacré boulot, quoi. Voilà. Garantir la sécurité sociale pour tous et renforcer aussi la solidarité entre les générations. Les jeunes vont visiter les maisons de retraite, les personnes âgées aident les jeunes pour leurs devoirs, etc. etc. Voilà. Alors, Caroline Adomo. Vous m'entendez? Oui. Donc, protéger mieux, c'est notamment la garantie de se soigner. Et pour cela, donc, il faut que l'accès aux soins soit une priorité. Et je me réjouis que l'ancien gouvernement ait mis en place le tiers payant. La priorité aujourd'hui, effectivement, après avoir créé 32 000 postes dans l'hôpital, 1500 maisons de santé supplémentaires, c'est de lutter contre les déserts médicaux. Et pour cela, il faut effectivement faire, en tout cas supprimer le numerus clausus pour la formation et apporter un soutien matériel et financier aux médecins qui font le choix de s'implanter dans ces zones. Ça passe aussi par la protection, donc protéger avec la création de 10 000 postes supplémentaires et notamment une augmentation de 20% des crédits de fonctionnement de la police et de la gendarmerie, ceci afin de rétablir la police de proximité qui avait été mise en place sous le gouvernement Jospin. Renforcer la sécurité, c'est également la création de 5 000 postes supplémentaires de policiers. Faut qu'on apporte un soutien aux forces de l'ordre, notamment dans le contexte actuel, contexte terrorisme, et qui ne va pas, donc qui s'accentue, et apporter ce soutien-là en permettant notamment aux forces de l'ordre de bénéficier d'une prime lorsqu'elles sont situées dans des zones tendues. Sur le logement, écoutez, je fais partie des rares personnes qui assument la loi la loi Allure, notamment, qui a quand même permis de mettre en place certains outils qu'aujourd'hui, tous ne fonctionnent pas. Je pense notamment à la garantie universelle pour les loyers,
C'est aussi la justice avec un recrutement des magistrats. Et bon, je n'ai pas pu finir. Nadine Rey. Alors bien évidemment, je crois qu'on va se rejoindre sur certains points, et notamment protéger plus, ça veut d'abord dire protéger les Français, leur permettre de se soigner. Et pour ça, dès 2022, nous avons planifié et budgété le remboursement des soins importants, et notamment pour les personnes âgées, que sont les remboursements des lunettes, des prothèses dentaires et auditives. Pour désengorger les hôpitaux, il est important d'abord de construire et de développer les maisons de santé, et nous avons prévu d'en développer et de les multiplier par 2. Et également, ce que nous avons prévu de faire, c'est de permettre aux élèves étudiants en médecine générale de faire un service sanitaire de 3 mois dans les hôpitaux, ce qui va leur permettre d'abord d'appréhender le métier, ce que ça veut dire au quotidien, mais également de pouvoir soulager les hôpitaux. En matière de logement, vous savez tous comme moi que de certains logements sont aujourd'hui un peu à rénover, notamment en matière thermique et de protection thermique. Donc en matière de logement, nous avons mis en place une solution qui était de transformer le CITE en un remboursement immédiat des travaux, ce qui permettra de ne pas avoir, permettra aux gens de plus facilement vouloir rénover les logements qui coûtent de l'argent aux bailleurs ou aux locataires, parce que le chauffage parce que le logement est mal isolé. La sécurité de nos citoyens, c'est bien sûr un point important. Aujourd'hui, nous allons rétablir les polices de proximité avec l'embauche de 10 000 policiers et gendarmes. Une police de proximité qui aura les... Voilà, et je voulais parler, écoutez, d'autre chose. Mais 2 minutes, ça va. Christian Fautré. Protéger mieux, c'est vraiment l'urgence, parce que d'autant plus urgent et nécessaire que beaucoup de nos concitoyens souffrent aujourd'hui, et ils souffrent de la casse des services publics qui sont organisés depuis maintenant près de 20 ans. Et de ce point de vue-là, tous les gouvernements successifs de ces dernières années ont une part de responsabilité. Combien de lois ont été votées qui ont supprimé, réduit les moyens qui étaient donnés aux services publics? Or, aujourd'hui, on voit bien que la situation, il m'arrive de rencontrer des gens qui, dans le domaine de la santé, les situations inacceptables, inadmissibles. Encore cet après-midi, on discutait de quelque chose avec une personne. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a un scandale dans le droit à la santé, dans le droit de pouvoir accéder à l'hôpital, ne serait-ce que ça. Aujourd'hui, il est un petit peu remis en cause. Et donc, moi, j'attache une grande importance à ce qui me semble être le socle commun de nos droits à la santé, c'est la sécurité sociale. Et moi, je propose, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on étende le prélèvement des actifs financiers, des revenus financiers, au même niveau que les prélèvements qui ont lieu sur les salaires. Ce qui permettrait une chose indispensable, qui en recule depuis 20 ans, c'est le retour à la généralisation de la prise en charge à 100%, qui n'est plus le cas depuis très longtemps et qui coûte très cher à nous tous. Et de ce point de vue-là, je suis pour qu'il y ait un moratoire sur la fermeture et le démantèlement des hôpitaux, parce que quand même, il y a une réalité aujourd'hui en France quand même qui est celle-là. Il faut des fois faire 100 km pour qu'une maman aille accoucher dans des conditions des fois extrêmement difficiles. Et pareil, le numerus clausus. Aujourd'hui, dans la propre circonscription, il y a des déserts médicaux dans certains quartiers. Donc, et c'est la conséquence de ce recul-là. Sur le logement, il y a une urgence aussi. Moi, je fais des permanents, je ne vois que ça, que des demandeurs de logement. Il manque 600 000 logements en Île-de-France. Et donc, moi, je propose aussi que nous soyons ambitieux et que nous relancions en grand ce programme de construction de logements en portant le budget à 2% du PIB, vu l'importance. Il faut aussi supprimer le surloyer. Ça va trop vite. Étant donné que l'heure passe à une vitesse folle, je propose que l'on enchaîne sur notre dernière thématique et on groupera les questions sur cette thématique et la thématique suivante, ce qui va nous permettre de pouvoir être serein et de prendre le temps ensuite de prendre un pot. Donc la troisième thématique concerne la préparation de l'avenir. Alors nous avons mis dedans l'environnement, l'éducation, la formation professionnelle, la culture, avec
des sujets un peu clivants comme le nucléaire, les transports, les effectifs de l'éducation nationale, les programmes, les rythmes scolaires, enfin, dans l'éducation, il y a matière à débat. Voilà, donc formation professionnelle, éducation, environnement, culture, et de manière plus générale, si vous souhaitez prendre le sujet autrement, comment préparer l'avenir. Alors, Gilles Carrez, Nadine Rey, Christian Fautré, Raphaël Martinez, Jean-Marie Rougier et Caroline Adomo. Toujours 2 minutes. Oui. Alors, en 2 minutes, je voudrais d'abord parler de la priorité absolue sur l'éducation. Pour moi, c'est absolument essentiel et je me retrouve d'ailleurs dans les propos du nouveau ministre Jean-Michel Blanquer. Je pense que nous devons mettre l'accent sur les savoirs fondamentaux, savoir lire, écrire, compter et savoir se comporter. Savoir se comporter, et l'enseignement dans le primaire est de ce point de vue fondamental. Je pense aussi que nous devons renforcer le rôle des chefs d'établissement. Nous, les maires, nous avons bien vu que quand on a un bon chef d'établissement qui fait bien son travail, eh bien l'école, le collège ou le lycée marche. Je pense aussi qu'il faut qu'on arrête sur l'instabilité, ces réformes incessantes, ces ministres qui arrivent à l'éducation nationale et qui chaque fois veulent avoir une réforme à leur nom. Les rythmes scolaires, ça n'était pas utile. Les changements de programme sur le collège, ça n'était pas utile. Il faut un peu de stabilité dans l'éducation. Sur les questions d'énergie qui sont essentielles, je pense que dans un pays où le nucléaire représente 75% de la consommation d'électricité, nous devons petit à petit réduire la part du nucléaire, mais dans des délais raisonnables, arriver à 50% grâce aux énergies renouvelables. Mais il faut bien savoir que le nucléaire a un énorme avantage, c'est qu'il n'émet pas de gaz à effet de serre. Et j'ai vu avec mes collègues, avec les collègues allemands du Bundestag, les méfaits de l'arrêt brutal du nucléaire en Allemagne. On a réouvert des centrales à charbon qui polluent de façon absolument massive. Et par ailleurs, sur le nucléaire, nous avons plusieurs centaines de milliers d'emplois, nous sommes performants, il y a des progrès à faire, il y a un avenir, on le voit avec les programmes en Chine et au Japon. Un dernier mot sur la culture. Je pense que nous devons être fiers de notre culture, de la culture française, de notre histoire de France, que nous ne devons pas nous excuser de nos valeurs, nous ne devons pas être dans une posture de repentance. La culture, c'est notre patrimoine, nous sommes le pays des droits de l'homme. Et je pense que la culture au quotidien, c'est dans nos communes, on fait des choses remarquables à Champigny, à Nogent, au Perreux, à Brie-sur-Marne, avec nos associations. Et donc, je vous invite à fréquenter nos centres culturels, à aller au théâtre, à sortir. On fait des choses très bien dans nos 4 villes. Nadine Rey. Alors, Nadine Rey. Nadine Rey. Ça fonctionne? D'accord. Je suis contente de voir que vous avez des points d'accord fondamentaux avec le programme d'Emmanuel Macron, notamment en termes d'éducation, puisqu'il est quand même extrêmement important. Mais je suis tout à fait satisfaite de voir ça. Et effectivement, il est important que les enfants de primaire sortent en ayant acquis les savoirs fondamentaux de lire et écrire. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, puisque c'est un point fondamental. La division des classes en zone REP et REP+, c'est important. Oui, les enfants n'ont pas tous la même égalité de chance devant l'éducation. Et puis aussi également de savoir accompagner les enfants au niveau des études dirigées, parce qu'il y a des enfants non seulement que les parents ne peuvent pas aider, mais aussi que des parents pour lesquels les parents n'ont pas le temps d'aider. Ce sera constitué de bénévoles, bien évidemment, qui seront payés. Et nous inviterons beaucoup à plus d'autonomie pour les établissements et les enseignants, parce qu'aujourd'hui, il y a des méthodologies qui fonctionnent très bien. Il faut donner la chance aux méthodologies qui fonctionnent, toujours chercher le meilleur. Mais il faut aussi, bien sûr, revoir, parce que l'éducation, après, ce qui est complémentaire à l'éducation, c'est la formation. Donc aujourd'hui, revoir un peu tous les organismes de formation, parce que vous savez très bien qu'il faut faire un peu le bilan et faire une place un peu nette et donner une certaine labellisation aux organismes de formation qui n'en sont pas.
et donner un droit fondamental à l'individu qui est d'avoir son compte personnel d'activité qui permettra d'avoir ces heures de formation acquises qui vont les suivre pendant tout leur parcours professionnel. Aujourd'hui, un parcours professionnel, on le sait, n'est plus fait de plusieurs années dans une entreprise, mais aujourd'hui, ce compte personnel d'activité permettra à l'individu de pouvoir évoluer professionnellement et de se former tout au long de sa vie. Je continue, je commence à parler en même temps. Merci, on est tous d'accord sur les constats qu'il y a réchauffement climatique, qu'on mange mal, que la bouffe alimentaire, c'est de la bouffe, et que les pics de pollution sont répétitifs. Mais au-delà des constats, qu'est-ce qu'on fait pour que la solution soit trouvée? Je pense qu'on paye chèrement, très chèrement, un productivisme exagéré, excessif, où on recherchait que le profit tout de suite. Or, aujourd'hui, on a dispersé notre production industrielle très très loin. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à des productions plus locales. Il faut arrêter ces transports par bateau, par avion, par voiture, qui nous polluent l'existence, excusez-moi du terme. Et je pense qu'il faut, de ce point de vue-là, prendre des mesures qui déjà ont fait leurs preuves. Par exemple, le transport de marchandises par fret. Quand est-ce qu'on va prendre la décision politique en France, en Europe, de s'appuyer dessus et de le développer? Je pense que c'est possible. De la même manière sur l'énergie. L'énergie, moi je suis pour qu'on crée un pôle public de l'énergie, parce qu'on ne peut pas le laisser aux seules mains de quelques-uns qui décident de l'avenir. Et voilà. Et de la même manière, je pense qu'il faut aller plus vite et plus loin dans la transition énergétique. On en parle depuis un certain temps. Je pense qu'il faut là aussi prendre le courage politique de prendre des décisions pour aller beaucoup, beaucoup plus vite. L'automobile propre, elle peut exister. Il faut, là aussi, donner des moyens aux chercheurs pour inventer, produire des véhicules qui soient plus propres. Le numérique, les nouvelles technologies, quand est-ce qu'elles seront mieux mises au service du développement local? Je suis aussi pour que les circuits courts soient développés. Ils existent, ils ont fait leurs preuves en France, partout. Et c'est vrai aussi ici. On peut produire en Île-de-France des cultures maraîchères qui nous soient utiles directement. Ça évitera d'aller chercher son poireau au fin fond de l'Espagne. Le poireau fait 2000 km, il ne faut quand même pas déconner. Et on le mange en 2 secondes, le poireau. Donc à un moment donné, il faut que ça cesse. C'est des logiques qui ne peuvent plus durer. Donc voilà, merci. Raphaël Martinez. Si notre programme L'Avenir en commun est si particulier, si riche et si ambitieux, c'est justement parce qu'il n'a pas été réfléchi d'une manière à comment est-ce qu'on voit le monde dans 5 ans, mais comment est-ce qu'on voit le monde dans 20 ans, dans 50 ans ou dans 100 ans. C'est pour ça que l'écologie a une place toute particulière et que notre programme n'est pas constitué de mesurettes pansements, mais bien d'une feuille de route cohérente pour les années à venir. Nous sommes à un point charnière où nous avons la possibilité de repenser notre manière de produire avant qu'il ne soit définitivement trop tard. Nous allons droit dans le mur sur bien des sujets si nous poursuivons dans la continuité de ce qui est fait depuis 20 ans. Nos terres agricoles s'épuisent à cause des méthodes productivistes. La transition vers une agriculture écologique et responsable est ainsi une absolue nécessité pour l'avenir de l'humanité. Pour cela, nous souhaitons accompagner les agriculteurs vers le bio et l'éco-responsable, notamment en leur garantissant leurs revenus. Plus généralement, nous souhaitons mettre en place la règle verte et la constitutionnaliser, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus prélever à la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer et on ne pourra plus déverser plus dans la nature que ce qu'elle peut absorber. Nous souhaitons également en finir avec le nucléaire. Nous sommes très clairs là-dessus et nous souhaitons passer au 100% renouvelable d'ici à 2050. Ceci c'est possible notamment grâce au rapport Négawatt qui montre sa faisabilité tant en matière de transition qu'en matière de sobriété énergétique. Parce que l'avenir repose aussi pour la jeunesse et que le savoir est un investissement et pas une dépense, nous souhaitons étendre la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans en adaptant les pédagogies et les parcours scolaires. Nous souhaitons sa gratuité réelle, cantine, livres, transport, activités périscolaires. Nous souhaitons recruter au moins 60 000 enseignants supplémentaires sur le quinquennat. Et de la même manière, chaque jeune doit pouvoir poursuivre ses études, peu importe ses moyens. Ainsi, nous mettrons en place une allocation d'autonomie pour les jeunes étudiants. Jean-Marie Rougier.
Oui, donc l'avenir de la France, ça passe déjà par sa jeunesse, donc par son enseignement, c'est évident. Alors au fur et à mesure qu'on a vu les réformes scolaires passer, on a vu le niveau de l'école décliner. Donc maintenant, il faut revenir sur des bases solides, hein. Effectivement, savoir qu'un enfant qui est au CP, qui est en école primaire, sache lire, écrire, compter, c'est la base. Hein. Ensuite, ça évitera déjà aussi que bon, si l'enfant n'est pas motivé par l'école à un certain moment, il faut lui laisser le libre choix de pouvoir partir sur une filière dite, je veux dire, manuelle. Il n'y a pas de saut métier. Ensuite, on voit que donc c'est éviter ces décrocheurs là qui sont de plus en plus nombreux et qui sont dans les rues, qui n'ont pas de formation et qui ne savent pas quoi faire et qui errent, quoi. Voilà. Donc ça évitera de la délinquance en plus. Donc revaloriser le travail manuel, etc. Au niveau des universités, il faut vraiment une sélection au mérite, hein, voire que peut-être aussi reformer davantage les enseignants. Peut-être qu'ils ont besoin d'un plus, quoi. Voilà. Autrement, l'avenir aussi, c'est la recherche et l'innovation. Donc, il faut investir dans les nouvelles technologies. Hein, il faut éviter que les brevets partent à l'étranger et qu'ils soient, voilà, que ce soit perdu pour la France. Les énergies renouvelables, bien sûr, ça crée des emplois et favoriser, augmenter le budget de la recherche et aider aussi les gens qui veulent financer, les mécènes, en faisant des défiscalisations. Voilà. Autrement, au niveau du manger, de l'agriculture, de la pêche, il faut un patriotisme économique. C'est à l'État de donner l'exemple, déjà dans les cantines, d'acheter local, de la bonne marchandise, éviter de refuser les traités de libre-échange pour nous qui veulent nous faire manger des OGM, des hormones ou autre chose, comme disait Jean-Pierre Coff. Hein. Voilà. Pardon. Caroline Adomo. Alors, je pense que la première priorité, c'est l'éducation, ce qui a été le cas pour le quinquennat précédent, en rétablissant notamment la formation des maîtres et en créant 60 000 postes supplémentaires. Je pense que cette priorité, il faut qu'on la poursuive. Et je rejoins justement la volonté du président de la République de réduire les effectifs dans les classes et aussi précisément de diviser par deux dans les zones d'éducation prioritaire le nombre d'enfants par classe. Ça passe aussi notamment par une prime pour les enseignants, une prime de 3 000 €, notamment pour les enseignants qui exercent dans les zones d'éducation prioritaire. Sur la question du développement durable, je ne vais pas revenir ici sur la COP 21, sur le succès de la COP 21, sur les grandes lois qui ont été votées durant ce quinquennat en faveur de la transition énergétique et de la transition écologique. Simplement, c'est vrai qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et sur la question du nucléaire, je suis sur une position qui est claire en ce qui me concerne, c'est-à-dire d'être dans une réduction qui soit au fur et à mesure et non pas une réduction brutale. Ça me semble nécessaire puisqu'il faut repenser la fin de la filière et je dirais aussi penser au personnel qui est associé à ces industries. On doit aussi favoriser les circuits courts, favoriser le bio et ça passe aussi par les communes, hein, puisque les collectivités doivent pouvoir mettre en œuvre au niveau local ce qui a été voté. Donc c'est de favoriser ces circuits courts, l'économie sociale et solidaire. Et sur la culture, c'est de consacrer 1% du budget, comme ça a été fait en 2017. Alors, est-ce que vous avez des questions sur... je vais commencer par ce côté-là, parce que je commence toujours par là, et du coup... Alors, question courte, bien sûr. Je reviens sur la dépense publique et sur les économies. Et cette question s'adresse à Gilles Carrez. Je suis d'accord sur la réduction de la dépense et je pense qu'il faut montrer l'exemple pour faire ces économies. Et je voudrais avoir la réponse à la question qui a été posée sur la réserve parlementaire, puisque nous n'avons pas eu de réponse. C'est peut-être un sujet que vous avez oublié.
Et le deuxième, sur les indemnités de frais des députés, et savoir pourquoi vous n'avez pas voté l'amendement qui était pour cette transparence et cette déclaration. Bonjour, j'ai une question pour monsieur. Vous entendez? J'ai une question pour monsieur Carrez. Comment est-ce que vous pouvez prétendre que vous êtes républicain et nous servir une magnifique envolée lyrique sur les valeurs de la France, sur son histoire et notamment les droits de l'homme, et en même temps proposer l'internement des fichiers S, donc sans procès, sans jugement, et c'est tout le contraire de l'état de droit? Est-ce qu'il y a d'autres questions par là? Non, mais il y a moins de questions de ce côté-là, objectivement. Attendez. Bonjour, bien, moi aussi je voudrais poser une question à monsieur Gilles Carrez. Ça concerne en fait l'équilibre budgétaire dont vous êtes un spécialiste. Or, le projet présidentiel de monsieur Fillon était réputé pour être une rigueur budgétaire importante. Et on a été un peu étonnés, et j'aimerais que vous puissiez nous donner des explications, que quelques semaines après, donc le projet des Républicains pour les législatives eh bien, se prive de dépenses, notamment avec une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu, avec la suppression de l'augmentation de la TVA de 2%, et également la limitation des suppressions de postes de fonctionnaires qui passent de 5 000 à 300 000. Donc pourriez-vous nous dire où vous trouvez les recettes? Vous avez une question? Oui, je voulais dire, en matière de CMU, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas un minimum de prestations aux intéressés? Car c'est entièrement gratuit et naturellement, c'est parfois choquant. Ouais. Alors, je crois qu'il y avait des questions aussi de ce côté-là. Moi, je voudrais poser une question à M. Carrez. Je ne vais pas être très original, mais je voudrais que M. Carrez nous explique combien de postes de policiers ont été supprimés sous le gouvernement qu'il représente. Bon, oui, merci. C'est une question purement personnelle à tous les candidats. Quel est votre sentiment sur l'accueil des réfugiés, je pense beaucoup aux Syriens, en France, tel qu'il est fait actuellement? Hier soir, j'ai vu un reportage bouleversant, même si je suis la Syrie depuis un certain temps. C'était sur Arte, c'était à 20h50. Et les casques blancs, c'était sur les casques blancs qui restent dans leur pays à Alep et qui sauvent les enfants, les civils. C'était terrible. Et j'aurais voulu juste avoir votre sentiment personnel comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bonsoir. On n'a absolument pas parlé d'immigration, justement. Alors justement, moi ce que je vous propose, parce que le temps tourne, je suis désolée d'avoir été un peu lourde sur la question, mais c'est vrai qu'on ne peut pas revenir en arrière sur le temps, on n'y peut rien. Alors ce que je vous propose, c'est que là il y a déjà pas mal de questions, il y a forcément des frustrations parce qu'il y avait d'autres questions, mais vous aurez le loisir de poser ces questions directement aux candidats autour d'un verre après. Donc on va passer tout de suite la parole aux candidats pour qu'ils puissent répondre aux quelques questions que vous avez posées et également faire leurs conclusions. Et donc j'en profite pour lancer un appel aux volontaires qui auraient envie de se dépenser un peu physiquement après le débat pour nous donner un petit coup de main pour ranger un peu les chaises de matériel. S'il y a des amateurs, on sera preneurs. Et puis si vous souhaitez participer, adhérer au Forum politique Nogentène, n'hésitez pas non plus à prendre les petits coupons qui sont disposés à la table à l'entrée pour adhérer. C'est pas cher, c'est 15 €, ça n'a pas changé depuis 15 ans. Donc il n'y a pas d'inflation de notre côté. Voilà, donc tout de suite les réponses. Donc, je vous fais une deuxième enveloppe parce qu'on a fait un tour complet. Merci. Donc, alors Caroline Adomo, Raphaël Martinez, Nadine Rey, Gilles Carrez, Jean-Marie Rougier et Christian Fautré. Donc c'est Caroline Adomo qui commence. Alors, sur les économies, je crois que j'ai déjà dit un mot tout à l'heure. Concernant la réserve parlementaire, oui, je suis pour la suppression de la réserve parlementaire. Je travaille au Parlement, au Sénat notamment, et je sais comment ça fonctionne. Et malheureusement, ce ne sont pas tous les parlementaires qui ont une action transparente sur l'utilisation des fonds. Et heureusement qu'il a été décidé que
l'attribution de cette réserve aux différentes structures, aux différentes collectivités, soit publiée sur les sites du Parlement. Donc je suis pour la suppression. Alors, il y a pas mal de questions qui ont été posées à M. Carrez sur le sentiment, sur l'accueil des réfugiés. Oui, je suis pour l'accueil des réfugiés. Il y a beaucoup d'enfants qui sont concernés. Il me semble qu'il y a... Alors, je pense que... Alors, il a été mis en place une procédure, notamment, on va prendre le cas de Calais, une procédure pour pouvoir, je dirais, à ce qu'il y ait une approche personnalisée de chacun et chacune des réfugiés, donc un traitement particulier, hein, personnalisé, et dans le respect de la loi et des droits, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, on est dans une procédure où, durant laquelle il faut pouvoir faire des vérifications. Est-ce qu'effectivement les personnes sont bien dans un statut de réfugié? Parce qu'il y a aussi d'autres statuts qui existent. Et je pense que cet accompagnement doit se faire dans le respect des droits des uns et des autres. Et je vais apporter une précision, c'est que je suis pour l'accueil des réfugiés. J'ai signé un appel à ce sujet, donc voilà, pour l'accueil et notamment au niveau des collectivités. Sur l'immigration, Raphaël Martinez. Par rapport à l'accueil des réfugiés, il faut faire beaucoup plus. Et je pense que ça passe notamment par le fait de donner plus de possibilités aux associations. On a eu des situations absolument aberrantes ces 2 dernières années où des associations étaient expulsées de logements vacants et les réfugiés ou migrants qui s'y trouvaient avec dans des conditions extrêmement difficiles. Donc je pense qu'il faut mettre à disposition des logements vacants et donner des moyens aux associations qui en sont capables de pouvoir accueillir les réfugiés et faciliter leur intégration. Nous souhaitons également, bien sûr, accueillir les réfugiés tchétchènes. Alors, je pense que je vais profiter là du temps qui me reste pour montrer la faisabilité de 2 mesures phares de notre programme qu'on a évoquées durant les 2 derniers points, qui sont notamment la sécurité à 100%. Donc la sécurité sociale à 100%, ça passe par le remboursement de tous les médicaments, mais aussi du matériel optique et dentaire. Ça coûte 16 milliards. Et ça, on le finance notamment avec la limitation des dépassants d'honoraires, la récupération des allègements sociaux dont bénéficient les mutuelles et l'économie des frais de gestion, notamment par du coup la suppression des mutuelles qui ne seront plus utiles. Par rapport à la fin du nucléaire, on est très clair là-dessus et c'est faisable d'ici 2050. La clarté, c'est de dire que d'ici 2050, on peut le faire. Ça passe, donc bien sûr, on préservera les emplois parce qu'on a besoin de ces talents-là, à la fois pour réfléchir et démanteler les centrales nucléaires et puis pour construire la manière de produire l'énergie de demain. Bon. Après, je pense que si vous avez d'autres questions autour des différents thèmes, vous pouvez retrouver l'Avenir en commun et les livrets thématiques sur Internet. Et je me tiens à votre disposition. Tout à l'heure. Nadine Rey. Alors, l'accueil des réfugiés, c'est une question que moi, je trouve qu'on a du mal à répondre en 2 minutes à l'accueil des réfugiés. Ça me paraît difficile, surtout quand on est une petite fille d'émigrés italiens et qui avons vécu... Non, mais c'est vraiment difficile. Je pense que, en tout cas, ce qui est prévu dans notre programme, c'est qu'à partir du moment où les réfugiés arrivent en France et ils ont le droit d'asile en France, réfugiés politiques et autres, il faut qu'on puisse accélérer la procédure qui leur permet d'avoir un statut légal en France, parce que c'est extrêmement important. Je crois que c'est super important. J'ai du mal à savoir exactement, il faut qu'on analyse la situation. On va devoir accueillir des réfugiés parce qu'il y a du travail pour les réfugiés et il y a la possibilité d'accueillir. Moi, je peux vous dire que j'ai été, je pense réellement aussi, comme vous, madame, que les associations peuvent beaucoup nous aider dans ce sens-là et que la générosité des Français elle est vraiment existante. J'ai pu le voir quand on a accueilli des réfugiés ici à Nogent, où vraiment, en 48 heures, même en 24 heures, les gens, on a pu leur apporter à manger. Mais ce n'est pas ça, c'est la prolongation dans le temps et les installer dans des villes, dans des villages. Et, pardon ?
Mais je me prenais... Laissez-la Oui. répondre. Non, mais si vous me laissez pas répondre, enfin, je voudrais juste pouvoir répondre, madame, en fait. Croyez-moi que l'accueil de gens en difficulté, j'y ai contribué, je comprends. Non, mais laissez-la répondre. Non, mais sinon, je vais pas utiliser mon temps de parole, madame, puisque voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, il faut pouvoir rendre une dignité aux gens qui ont fui leur pays parce qu'ils ne pouvaient plus y rester. Voilà. Et que la dignité, elle doit se construire avec toutes les bonnes volontés que sont les associations et tous les bénévoles qui sont prêts à pouvoir nous aider. Gilles Carrez. Oui, alors, rapidement, réserve parlementaire. La question a été posée plusieurs fois. Tout est transparent, tout est sur le site de l'Assemblée. Et donc, s'agissant de ma circonscription, je prends les chiffres 2016. 40 associations ont bénéficié de subventions sur l'ensemble des 4 communes à part pratiquement égale. Et si je veux vous donner un exemple, je prendrai celui de Champigny, où j'ai financé les Restaurants du Cœur, qui font un travail admirable avec l'équipe de Claude Gascard, ancien maire adjoint de Champigny, et également le musée de la Résistance, qui est remarquable et que je vous invite à visiter. Tout est transparent et les chiffres sont à votre disposition dans la salle si vous les voulez. Sur l'immigration, point essentiel, sur l'immigration, il faut absolument maintenir ce droit fondamental qui est le droit d'asile. Chaque année en France, il y a plus de 100 000 demandeurs d'asile et je souhaite, comme l'a dit d'ailleurs Nadine Rey, que la procédure de droit d'asile soit traitée de façon beaucoup plus rapide qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce que dès lors qu'on est débouté du droit d'asile au terme d'1 an, on tombe dans l'irrégularité et la clandestinité. Et nous avons un problème d'immigration irrégulière et clandestine en France, parce que la France, il faut quand même le dire, est le pays le plus accueillant pour les immigrés en situation irrégulière. Il n'y a qu'en France qu'il y ait 1,2 milliard chaque année consacrés à l'aide médicale d'État. Et je pense, pour conclure sur l'immigration, que nous devons mettre en place un système de quotas, comme ça fonctionne au Canada ou aux États-Unis, des quotas nationaux fixés chaque année et par métier pour avoir une immigration avant tout de travail économique plutôt qu'une immigration d'assistance. Donc on doit vraiment faire une réforme profonde sur ce sujet, mais je le dis, madame, vis-à-vis des réfugiés, le droit d'asile, c'est imprescriptible, c'est fondamental, il doit être par tous les moyens sauvegardé. Jean-Marie Rougier. Alors concernant la réserve parlementaire, si on ne peut pas avoir effectivement une transparence, le mieux c'est de la supprimer, hein, parce que c'est vraiment antidémocratique. Hein. Donc faire profiter une telle partie de la circonscription plus que d'autres, c'est pas bon. Voilà. Au niveau des suppressions des policiers, bon ça c'est Sarkozy je pense hein, en partie, et Hollande derrière. Là il faut savoir qu'on est quand même en guerre, c'est une guerre larvée, mais une guerre qui va durer, hein, une guerre terroriste. Donc on a besoin de ces gens pour nous... tout simplement pour veiller sur notre tranquillité, quoi. Donc il faut au contraire déjà les soutenir, hein, et puis augmenter les effectifs. Alors moi je vais reprendre aussi un truc du conseil municipal de Champigny où on nous avait fait le vœu d'urgence pour supprimer justement un vœu d'urgence pour supprimer l'état d'urgence. On avait voté contre parce que bon c'était en 2016, je crois milieu 2016, et on a vu ce qu'il y a eu les attentats de Nice derrière et tout ça, c'est complètement inadmissible. Il faut soutenir notre police, il faut soutenir l'État, il faut garder cet état d'urgence, même si ça restreint un petit peu les libertés individuelles. C'est un mal nécessaire, voilà. Au niveau des accueils des réfugiés, bien sûr, les réfugiés, il faut les accueillir, on ne va pas les tuer. Hein. Non, excusez-moi. Je voulais dire un truc. C'est nous qui les avons créés, c'est nos sociétés occidentales. Les Américains qui ont bombardé l'Irak et les Français qui ont bombardé la Libye. C'est nous qui avons créé ces réfugiés au départ. Maintenant, on est responsable de ces gens-là. Ce qu'il faut, c'est les aider peut-être chez eux, faire des camps, aller vers eux et les aider à rester chez eux et arrêter de leur balancer des bombes sur la tête. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire encore? Et on a quand même un pays qui compte 3 millions de chômeurs. Donc on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, malheureusement. Voilà, merci. Alors, Christian Fautré, il vous appartient de conclure. Oui, donc deux questions qui ont été évoquées. Les policiers, je partage le fait effectivement qu'on subit de plein fouet quand même des mesures qui ont été prises sous le gouvernement Sarkozy. Le dernier exemple en date qu'on a à Champigny, pendant plusieurs mois, nous nous sommes trouvés avec moins 20 effectifs au commissariat de police. Et donc il a fallu se batailler auprès du préfet pour pouvoir récupérer pour les vrais effectifs. Donc il y a un vrai problème. Et tout récemment, on a été amené, les maires du département, à réagir auprès du préfet, l'ancien préfet, M. Leleu, qui est parti depuis, parce qu'il y avait une réforme des commissariats qui allait diviser par 2 le nombre de commissariats. Et on allait chercher à nous rassurer, ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Heureusement, les maires ont pris leurs responsabilités et ont su. Maintenant, la réflexion, il faut qu'elle revienne, c'est ce qui est prévu. Alors après, sur les dépenses publiques, moi, vous l'avez bien compris dans mes propos tout au long du débat auquel je participe, c'est que la question des moyens financiers, pour moi, c'est le nœud du débat. Et moi, je ne peux pas accepter, je ne peux pas me résigner au fait que la réduction de la dépense publique soit toujours vue comme la seule ligne conductrice des gouvernements successifs. On l'a vécu. On continue de nous le proposer pour aller encore plus loin. Alors, moi, je pose une question. Moi, élu local, je rencontre des gens. Les mêmes gens me disent, mais on ne voit pas assez de policiers, on n'a pas assez de bureaux de poste, on n'a pas assez d'enseignants, on n'a pas assez de personnel pour les crèches, ou pour les professionnels de santé. Je ne comprends pas, il y a une contradiction. Donc, d'un côté, il faut la réduire, et d'un autre côté, les habitants nous demandent plus. Donc il y a une contradiction, il faut qu'on la soulève ensemble. Et pour moi, la dépense publique, ce n'est pas une charge, c'est un investissement utile au développement du pays. Alors il y a une autre question qui m'inquiète beaucoup, on n'a pas discuté ce soir, c'est l'avenir des collectivités territoriales, en particulier les communes. Il y a un avenir très incertain, et particulièrement les départements. Et je vous propose de regarder la déclaration de Christian Favier, président du conseil départemental du Val-de-Marne, qui... Bon, voilà. Merci beaucoup à tous les 6 d'avoir participé. Je suis désolée, c'est un peu frustrant d'être coupé, mais vous allez pouvoir prolonger la conversation, donc on vous invite à boire un verre. Vous avez sans doute un peu soif. Merci.